Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, Brestoises, vous venez de perdre contre le leader national de la distribution de légumes. Bienvenue pour ce 95e épisode de Brest On Air. On commence évidemment par le même qu'on ne pensait pas utiliser autant de fois cette saison, mais ça fait toujours plaisir. On va faire le petit bilan de cette première partie de saison avec Fanch et Yann qui sont bien sûr avec moi pour débriefer cette demi-saison brestoise. Bonjour messieurs. Bonjour, et oui, on est avec toi et on est ensemble d'ailleurs avec Yann, donc profitez de ce podcast dans lequel on va certainement dire beaucoup de choses très positives. Nécessaire de se retrouver pour voir un peu les plans d'avion, les plans de train à travers l'Europe. Comparer les photos d'identité sur les passeports, bien sûr. Exactement. Joyeux Noël, déjà pour commencer à toutes et à tous. J'espère que vous avez été gâtés, que ce soit en rouge et blanc ou pas d'ailleurs. J'espère que vous avez aussi bien mangé. De votre côté aussi, messieurs. Ah bah oui, mais nous, ça fait 6 mois qu'on mange, qu'on se régale avec le Stade brestois d'Éric Roy quand même. Oui, d'ailleurs, ça nous manque un peu, cette trêve qui a un peu cassé les pattes de notre enthousiasme. Même si on retrouvera le Stade brestois très rapidement contre Angers en coupe. De l'année dernière, quand il y avait eu la pause de Noël, on était ravis, on avait dit enfin, il y aura au moins 15 jours sans Stade brestois et puis ça fera du bien. Ouais, c'était la Coupe du Monde même. Oui, c'était la Coupe du Monde dernière. T'as raison, ouais. Parce qu'il y avait eu Boxing Day, on avait joué le 1er janvier aussi, je crois, contre Monaco. Ouais. Comme je vous l'ai dit en introduction, on va faire le petit bilan de cette première partie de saison du Stade brestois. Difficile de cacher son enthousiasme, évidemment, de ces 17 premiers matchs du Stade brestois, et peut-être commencer par des petits chiffres, Fanch notamment. Alors le Stade brestois est actuellement 4e de Ligue 1 avec 31 points. 9 victoires, 4 nuls, 4 défaites et 25 buts marqués, seulement 15 buts encaissés et donc un goal average de plus 10. Donc un total qui est relativement intéressant et je crois que d'ailleurs c'est le record du club après une phase aller depuis la victoire à 3 points. Plus intéressant, on a quand même 5 points d'avance sur la 7e place et tout de suite, il y a une chose qu'il faut préciser, on a beaucoup fait la comparaison avec Lorient qui la saison dernière était au même stade et qui s'est écroulé. Il y a une différence fondamentale, c'est que ces chiffres-là, ils sont confirmés quand on regarde les chiffres plus avancés. C'est-à-dire que vous pouvez regarder tous les modélisateurs statistiques, les différents fournisseurs, tout le monde considère que le Stade brestois mérite d'être entre la 4e et la 6e place sur ce début de saison. À titre de comparaison, Lorient, tous les mêmes modèles considéraient que l'an dernier, il devait être entre la 12e et la 14e place, alors qu'ils étaient, je crois que 5e. Et d'ailleurs, ça s'est vu, puisqu'en deuxième partie de saison, ils se sont écroulés derrière. Ah ouais, il y a eu la vente de Ouattara et de Mofi, mais ça n'a pas aidé. Ils sont plus retrouver la place qu'ils méritaient. Et d'ailleurs, on le voit cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est ça. Mais donc, Brest fait un très bon début de saison comptable et c'est mérité, c'est à sa place. Et du coup, moi, on peut le dire, Brest ne joue plus vraiment le maintien. On regarde les chiffres. Justement, juste sur le maintien, je suis d'accord avec toi et je pense qu'aujourd'hui, même si les joueurs parlent encore de maintien, qui n'est pas encore acquis mathématiquement. Pas à nous, messieurs. Pas à nous. 17 points d'avance sur Toulouse. Premier barragiste, 17 points. À la trêve, je sais pas si on nous avait dit ça en août, vous aurez 17 points sur le 16e à la trêve, on n'y aurait certainement pas cru. Et 19 points d'avance sur Lorient, qui est premier relégable, et 20 sur Clermont. Donc je pense que même si on gagne plus un seul match, je vois même pas Clermont nous rattraper. Brest n'a jamais été aussi éloigné des places de relégation en première division de son histoire. Donc voilà pour les chiffres initiaux qui permettent un petit peu de donner le ton de ce podcast. On peut déjà le dire après 3-4 minutes de podcast, Brest est en Ligue 1. Surtout, Brest n'est pas là uniquement pour faire de la figuration et jouer le maintien. C'est-à-dire que généralement, quand on est Brest, nous, en début de saison, on se dit toujours, on va dire que si on fait une bonne saison, on va se retrouver autour de la 11e, 12e place. On va dire qu'une bonne saison, ce serait de se maintenir tranquillement, sans transpirer comme les dernières années. Là, on n'est même plus à ce stade-là. Même dans Football Manager, on peut pas faire ça. C'est-à-dire que on vit des choses que jamais, je pense, on aurait pu imaginer. Personne n'aurait pu dire, ah oui, à Noël, Brest sera à sa 4e place, juste en dessous du podium, en train de se battre avec les Paris, les Monaco, les Lille, les Nice, les Lens, les Marseille. Et au milieu de tout ça, il y a Brest. C'est fou.
C'est fou, et à chaque fois qu'on y pense, ça donne le sourire, hein, vraiment. J'ai une petite question, moi. Si la saison, on imagine, on va en parler après, mais si la saison venait à se gâter un petit peu et que c'était moins bien, est-ce que vous considéreriez que la saison est quoi qu'il arrive, dès aujourd'hui, une réussite pour le Stade brestois? Ouais, moi je vais dire oui, parce qu'au-delà des résultats, il y a quand même les émotions, les sensations, la fierté de voir le Stade brestois. On n'est pas sur un Stade brestois qui gagne tous ses matchs 1-0 à l'arrache, quoi. On a rarement été aussi fiers d'un Stade brestois en Ligue 1. Alors, ça peut se gâter, mais on pourra jamais nous retirer ces 6 mois-là. Ouais, c'est exactement ce dont j'allais parler, Yann, c'est surtout les émotions, des souvenirs qu'on va garder pendant très très longtemps, des matchs qui sont déjà rentrés dans la légende, entre guillemets, même le premier, hein, qui a donné le ton de cette saison contre Lens. Évidemment, on va pas dire que la saison est réussie après le premier match, mais déjà, c'était un match qui donnait le ton de cette saison, qui est un peu un microcosme de ce qu'on a vu les 16 matchs suivants, avec une vraie équipe, un état d'esprit, des mecs qui ne lâchent rien. Évidemment, le match contre Lorient, le quadruplé en plus, quoi. Vraiment, c'était une très très belle soirée. Et d'autres matchs, même le match contre Paris, voilà, c'est une défaite au final, mais ce sont des émotions, c'est un plaisir de venir au stade, beaucoup d'attentes à chaque lundi pour attendre le dimanche suivant. Dès que le match est terminé, on a hâte de voir le suivant. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de supporter cette équipe au quotidien. Et rien que pour ça, en tant que Brest, on peut pas avoir des attentes disproportionnées, sans avoir évidemment un peu d'ambition, hein. L'un n'empêche pas l'autre. D'autant plus que maintenant que Brest est à cette place-là, à cette position-là, avec cet effectif-là et avec cet état d'esprit-là, mais on peut pas non plus demander monts et merveilles. Et en tout cas, pour l'instant, on va se satisfaire de ça. Et si jamais la saison venait à partir un peu en vrille, comme l'a dit Yann, on pourra pas nous enlever ces 6 mois de pur plaisir. On a demandé il y a quelques jours sur Twitter quel était votre match préféré de la saison. On a souvent vu les mêmes réponses revenir, mais moi je suis assez curieux d'avoir les vôtres. Instinctivement, j'avais répondu, je pense, parce que c'était à la proximité temporelle avec le match de Lorient, que le match de Lorient a été le meilleur match, mais en fait c'est plus une excellente première période, puisqu'en deuxième mi-temps, Brest a plus ou moins arrêté de jouer, Lorient essayait juste de pas trop sombrer, et on sentait que les joueurs attendaient, on va dire, les vacances, qui est tout à fait normal. En deuxième période, finalement, avec le recul, je pense qu'il y a 2 matchs, moi, qui m'ont beaucoup marqué. C'est le premier, quand on a parlé contre Lens, donc je vais pas épiloguer dessus, et le match de Lyon, où là on avait senti une domination totale, même si l'OL était en grande difficulté. Mais il y avait une domination, et je me souviens du podcast qu'on avait fait à ce moment-là, où Yann, tu disais que même en Ligue 2, on n'avait pas autant dominé un adversaire. Alors là, on avait eu, je crois que de mémoire, c'est 26 ou 27 tirs, ce qui est énorme dans un match. Et évidemment, le scénario... Ouais, dans les deux cas, en fait, parce que Lens, tu retournes le match, et Lyon, tu marques à la 86e ou 85e minute. C'est 2 scénarios qui sont entièrement différents. Et tu deviens leader. Voilà, tu deviens leader, et je pense que la victoire contre Lyon est plus méritée d'ailleurs que la victoire contre Lens, ou contre Lens, même si elle c'est pas un vol, un match nul n'aurait pas été forcément scandaleux. Contre Lyon, c'était vraiment une équipe brestoise. Une attaque-défense, vraiment. Ouais, attaque-défense, dominer son sujet. Donc. Et je pense que c'est l'enchaînement, on va dire, deuxième période contre Reims, match contre Lyon, qui nous a fait prendre conscience qu'on avait devant nous une équipe un peu hors du commun. Là, il y avait quelque chose qui se formait, quelque chose qui se créait, et qu'on voit toujours d'ailleurs quelques mois après, hein. Vraiment, je pense que c'est sur ces 135 minutes que ça s'est créé, et quelque chose est né pour cette saison en tout cas. Yann, toi d'ailleurs, de ton côté, un avis? Oui, c'est Lyon sans commune mesure. Sur un match, maintenant, après Lyon, il y a eu cette série noire. C'est le bon match qu'on n'a juste pas gagné, notamment par manque de réussite. Et c'est rare pour le Stade brestois de pas gagner cette saison. C'est vrai, 4 fois seulement. Bah d'ailleurs, si on regarde les stats, on a plus gagné qu'autre chose. Mais justement, après cette série, Brest s'est relevé. Et là, peut-être qu'on peut rentrer dans le cœur du sujet. Brest s'est relevé, notamment avec des joueurs qui étaient en difficulté, notamment avec des joueurs qui étaient sur le banc en début de saison. Et ce qui renforce encore ma confiance, et ça c'est finalement assez récent, c'est qu'on n'a pas juste 11 ou 12 joueurs. On a un groupe de 15 voire 16 joueurs qui tournent très bien, ils sont très bien ensemble. C'est vrai que les joueurs qui sont décisifs aujourd'hui, ce sont pas forcément les joueurs qui étaient décisifs en août-septembre. Le dernier décisif, c'est le Doiron, Doumbia, on a eu Pereira Lage. Et sur le début de saison, on était plus sur du Del Castillo, Mounier. Un petit peu une émulation collective comme ça. Quand les uns vont moins bien, ce sont les autres qui prennent la place. Et en fait, quand Éric Roy met un 11 qui est un peu différent de celui qui était aligné la semaine d'avant, finalement, il n'y a pas grand-chose qui change. On voit les mêmes envies sur le terrain, les mêmes manières de travailler, les mêmes manières de fonctionner. Et le Stade brestois, en fait, possède plusieurs cordes à son arc et c'est aussi déstabilisant pour l'adversaire. C'est un petit peu le lot de ces
petites équipes entre guillemets généralement qui ont un 11 plutôt solide qui se connaît bien, et dès qu'il y a un ou deux remplaçants qui doivent rentrer en jeu, c'est un peu plus compliqué. Et là cette année Brest a passé ce cap là, et je pense, comme tu as dit Yann très justement, que c'est plutôt un groupe de 15 joueurs qu'un 11 vraiment défini, même si on a quand même des joueurs indiscutables je pense dans cette équipe. Oui, et c'est aussi une différence par rapport à la saison dernière, c'est que là on a quand même une colonne vertébrale qui normalement ne bougera pas sauf blessure, sauf suspension. Ou sauf transfert. Oui, non, allez vous faire foutre. Amicalement, mais non. Ah non, mais c'est un point important. Il y a quand même un mois de janvier entier qui arrive. Début de saison comme ça attire les convoitises. Donc oui, bah non, mais c'est quand même important de le signaler. Il y a une mercato hivernale et qu'on ne sait jamais. Finalement, tous les joueurs ont un prix. C'est-à-dire que si un club met 20 millions sur Brassier, bah que ce soit Brassier ou pas, moi je dis oui. Hein. Et de réinvestir. Si on t'offre 20 millions sur Brassier, je pense que oui, mais s'il part pour 8 ou 9 millions, tu rajoutes un pourcentage qui doit être attribué au Stade Rennais. Après, j'imagine qu'il y a l'intégralité de la somme n'est pas non plus destinée au transfert. Tu peux vite te mettre dans la difficulté. Ça peut être aussi une solution de facilité pour le club, de se dire bon, là on est maintenu. Grégory Lorenzi a certainement écouté le début du podcast, il a réentendu le nombre de points d'avance sur les barragistes. Il peut très bien se dire bon, il n'y a pas de risque avant Lilian Brassier, quitte à faire une deuxième partie de saison un petit peu moins bonne, et encaisser l'argent qui est nécessaire de toute façon pour permettre au Stade Brestois de continuer à exister. Moi je trouverais ça dommage en fonction du prix. Mais tu as raison Quentin, à 15-20 millions, évidemment, je pense qu'on comprendrait tous un départ de Lilian Brassier, par exemple. En tant que supporter, évidemment, avec le point de vue un peu émotionnel, c'est vrai que ce serait dommage, mais il y a aussi une réalité économique. C'est ça, des obligations économiques qui font que c'est le lot des clubs comme Brest. Là-dessus, je rajoute quand même un point. Lorenzi, je sais plus si c'est Lorenzi ou si c'est une interprétation de Telegram qui précise que Brest n'a pas besoin de vendre cet hiver. Honnêtement, vu la dynamique qu'il y a autour, j'ai du mal à concevoir que des joueurs perdent de la valeur sur la deuxième partie de saison, qui plus est des joueurs comme Brassier. Si on peut se permettre de le vendre, d'attendre cet été pour le vendre, on va le faire, on perdra pas d'argent là-dessus en fait. Moi, dans mon esprit, Lilian Brassier, cet été, il est parti. Je trouve que c'était acté, ouais. C'était acté, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense pas qu'on ait un besoin indispensable de le vendre cet hiver. Maintenant, la question, c'est lui. Alors qu'il est titulaire à Brest, une équipe qui tourne bien, qui est 4e, est-ce qu'il c'est pas plutôt le joueur qui a tout à perdre? Je sais pas, on parlait de Monaco. Effectivement, il y a des joueurs qui partent à la CAN, mais quand ils vont revenir, il suffit qu'ils reprennent leur place et que Brassier aille sur le banc avec Monaco, comme tous les ans, se mettent à tourner en deuxième partie de saison. Le mec peut très rapidement perdre un peu de sa valeur. On a vu d'autres joueurs de Brest partir très cher, je pense à Romain Fèvre, qui aujourd'hui est à Lorient, qui joue le maintien en Ligue 1, alors que s'il avait peut-être mieux géré ou été plus patient à Brest, il serait encore dans cette équipe et jouerait l'autre tableau ou serait ailleurs. Absolument. Si les rumeurs sont vraies et que Monaco offre aussi un salaire 3 fois supérieur à ce que touche à Brest, fait réfléchir aussi le joueur, son entourage, qui va toucher une petite commission sur le transfert. Tant évidemment sur Football Manager, c'est facile de cliquer sur refuser. Autant je pense que c'est différent dans la vraie vie, bien qu'évidemment en tant que supporter, on espère que cette charnière centrale, cette colonne vertébrale de l'équipe reste pour continuer à vivre ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, sur les 2-3 matchs où Lilian Brassier a été suspendu, il y en a un où Achraf Dari a fait une boulette contre Lille, l'autre où Julien Le Cardinal a été excellent contre Montpellier. Éventuellement, remplaçant de Lilian Brassier, il est peut-être déjà dans l'effectif et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le rôle des remplaçants, qui sont extrêmement performants, décisifs et qui sont presque au niveau des titulaires finalement. Ouais, si je reviens sur Lilian Brassier, il a marqué contre le Havre cette saison, le premier match à l'extérieur qu'on a gagné, et ça c'est quand même peut-être presque la plus grosse surprise au-delà même du classement. C'est que Brest, à l'extérieur, ça dégage tout le monde. On est deuxième équipe à l'extérieur du championnat de Ligue 1. Quand on connaît Stade Brestois, on se rend compte de l'anomalie absolue de ce truc, quoi. C'est fou. En plus, on a joué... on est deuxième parce qu'on a joué un match de plus que pas mal d'équipes à l'extérieur, mais on est quand même avec 5 victoires, si je dis pas de bêtises, loin de le blé. Vous vous souvenez, on en a fait des podcasts, on a commencé à en faire lorsque Brest est remonté en Ligue 1. Donc, chaque match à l'extérieur, je crois que la première saison, on doit en gagner 1 ou 2 à l'extérieur, simplement sur l'intégralité de la saison, sur les 19 matchs. Là, à l'extérieur, on a l'impression que Brest s'avance comme à domicile pour gagner le match. On était, Yann, à Nantes il y a 15 jours pour le match à la Beaujoire. On a vu une équipe de Brest... Dans l'illégalité la plus totale, on le rappelle. Oh là 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 là, messieurs. Je n'ai rien confirmé, il n'y a pas de preuve. On a vu une équipe brestoise extrêmement mature, sûre de ses forces. Quasiment toutes les défaites à l'extérieur auraient pu déboucher sur un autre résultat. Et c'est encourageant pour la suite, et ça revient finalement à ce que Yann disait en introduction, c'est que Brest est à sa place cette saison. Juste le match contre Metz, qui était un peu... Ouais, mais même ces matchs-là qui sont nuls, où le 0-0 a certainement été plus juste, finalement, t'as ce petit truc en plus, le remplaçant qui rentre, le Doiron qui arrive, mais qui va te faire la différence en marquant un super but,
Et c'est important, je pense, et c'est là aussi la bascule, de passer de ces matchs-là que avant tu perdais peut-être 1-0 à des matchs que tu vas gagner face à ce qu'on aurait pu croire être un concurrent direct au début de saison, et finalement il y a un adversaire qui est relégué très loin de toi aujourd'hui. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que Brest joue comme un gros. Ouais, en tout cas avec la mentalité d'un gros. Ouais. Bah, même joue comme un gros. Même une équipe comme Monaco, évidemment, il y a du talent, mais c'est pas tout le temps flamboyant. Par contre, ça gagne, quoi. Ça gagne des matchs. Nice, par exemple, ça, c'est pas flamboyant du tout, hein, mais c'est solide, ça gagne des matchs, quoi. Et Brest, c'est dans la même idée. Ouais. C'est surtout d'une constance, on va dire, qui est assez impressionnante. C'est d'une constance, mais en même temps, quand il y a des imprévus, quand ça se passe pas comme on le voudrait, quand on se retrouve mené ou que l'adversaire égalise un peu de nulle part, bah l'équipe ne coule pas, ne disparaît pas. Chose qu'on avait l'habitude de voir à Brest. Là, cette année, t'es mené contre Reims, contre Lens, contre Paris. Tu reviens à chaque fois, tu gagnes 2 des 3. Toulouse aussi. Par Montpellier, Toulouse aussi. Parce qu'en fait, là, je suis en train de regarder les scores, et très peu de fois, en fait, Brest a été mené. Ouais, et à chaque fois que t'as été mené, t'es revenu. Ouais, t'as montré que t'étais quelqu'un. Et au final, tu perds que 4 fois. Hein. 2 séries d'au moins 5 matchs sans défaite, dont actuellement où tu es à 6. Dont 5 victoires. T'as 4 matchs où tu perds, c'est Marseille, Lille, Paris, Monaco. C'est surtout une constance, moi je trouve, qui est bluffante. Est-ce que c'est pas là aussi peut-être le plafond de verre de cette équipe, où l'axe de progression, c'est face au gros, être encore plus solide, parce que les 4 équipes qui nous ont battus sont des équipes européennes actuellement, et qui peut-être nous sont supérieures dans tous les domaines sur le papier. Mais peut-être que Brest pourrait un peu surperformer justement à ce moment-là pour battre des équipes. Alors Paris, c'était pas bien loin, Marseille, c'était pas loin non plus. Parce que t'en penses, Yann, mais... Après, si tu ne perds que contre ces adversaires-là en deuxième partie de saison, t'es au moins top 4. Donc, ça va. Ça va, ouais. C'est pas trop mal. En vrai, top 4, ça va. Moi, je signe. Après, je sais pas vous. Je pense que beaucoup de gens signent, hein. Ouais, ça vous convient aussi, top 4. Moi, je regarde des informations Covid tous les jours, les chiffres. Je me dis peut-être que si ça flambe, il y a Édouard Philippe qui va revenir et qui va dire on arrête les compétitions de football. Et là, sinon, juste, je voulais insister sur une chose, c'est il y a quelques années, on était extrêmement dépendant des attaquants. Donc c'était Charbonnier, Cardona qui marquaient globalement la majorité des buts, et c'était vraiment problématique, notamment à l'extérieur, puisque quand ces joueurs-là étaient en moins bonne forme, ou même à domicile, qui marquaient plus, l'équipe ne tournait plus tellement. Et là, cette année, on a comptabilisé le nombre de buteurs. Il y en a 11 en tout. Je vais les citer rapidement, mais on est avec donc, des buteurs Magnetti, Lesmelou, Camara, Doumbia, Brassier, Lala, Pereira Lage, Del Castillo, Mounier, Satriano, Le Doiron. Énormément de joueurs qui sont pas tous d'ailleurs des joueurs offensifs. Magnetti, à la base, il y a quelques années, on aurait eu du mal à l'imaginer marquer un but. Là, il a mis un superbe but à Nantes. Camara qui se projette beaucoup. Donc, on a vraiment toute cette panoplie de joueurs qui sont capables d'être décisifs. Et c'est aussi, je pense, la force de l'équipe. C'est-à-dire que le danger peut venir d'un petit peu partout et les adversaires ont du mal à nous lire. C'est un danger qui arrive d'un peu partout, parce que aussi on va dire que les joueurs ont la liberté de se projeter, de se mettre dans des positions où ils peuvent marquer. Évidemment, il faut saluer le travail d'Éric Roy, qui il y a un an de ça s'est nommé entraîneur, et depuis c'est hallucinant. Il n'y a pas de mots vraiment pour décrire l'évolution par rapport à ce qu'on voyait il y a un an. En termes d'effectifs, finalement... Ouais, c'est ça. On a les mêmes mecs sur le terrain et on est 4e. Donc, je sais pas comment il a fait. Je sais pas trop comment il a fait. Non, mais c'est vraiment hallucinant. Transformation Je trouve que l'exemple, peut-être un des exemples les plus parlants, c'est Bradley Loco. On se souvient, l'année dernière, il avait fait quelques apparitions, et notamment son entrée face à Rennes, où il rate vraiment quasiment tout, quoi. Tu te dis, oh là là, mais techniquement, c'est compliqué. Là, il revient, on te le vend comme joueur titulaire. Et le mec, il se transforme de tout à rien. C'est comme Lilian Brassier. Souder Zakarian, quand il jouait à gauche, c'était très très compliqué. Et là, il est devenu Marcel Desailly 1998. Quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc bravo en tout cas au coach, parce que je pense qu'il est en grande partie responsable de tout ça, mais il a aussi su être intelligent, je pense, en restant entouré de Bruno Grougy, de Yvan Bourgis, de Julien Lachuer au club, de pas tout chambouler, et justement, c'est à mon avis une des clés de la réussite. Et ouais, vraiment, déjà bravo Éric Roy, et aussi merci, parce que c'est vrai que en tant que Brest, il est pas, en tout cas il est pas mort, a priori, il est pas mort, il est pas parti non plus. Mais c'est vrai qu'en tant que supporter brestois, vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est inespéré, donc
Il est pas parti. Il est pas parti, mais il pourrait être convoité. Non, mais ça y est, ça fait 2 fois là que tu parles de transfert. Ah ouais, non, mais il y a un moment il faut arrêter. Tu sais très bien que dans les clubs qui commencent à performer, j'entendais un débat l'autre jour, c'était hier sur Bologne en Italie, qui est exactement le même nombre de points que Brest. Ils sont 4e, ils ont 31 points après 17 journées. Et l'entraîneur, c'est Thiago Motta, donc forcément, c'est un petit peu plus vendeur, je pense, sur le papier. Mais on parle déjà de lui, est-ce qu'il aurait sa place au PSG, à la Juve. Éric Roy, je pense que sa cote est en train de grimper et potentiellement des clubs pourraient s'intéresser à lui. Alors je pense qu'il est très bien à Brest pour l'instant et que ça marche bien et qu'il est heureux d'être là. En tout cas, il le montre à chaque fois qu'il parle de Brest. C'est pas Michel Nazarkarian qui fait toujours la gueule ou qui est jamais content. Éric Roy, c'est un peu l'inverse. C'est le gars qui va toujours essayer d'apporter du positif dans ce qu'il a à dire. J'ai pas souvenir d'une grosse gueulante. Alors forcément, on gagne tous les matchs, donc c'est un peu plus difficile. Mais, si, à part sur l'arbitrage, mais là, il a défendu le club. Il s'en est pas pris à son vestiaire comme faisait Derzakarian en disant oui, caractère, des mentalités de perdant. Quand on perd les matchs, il défend son effectif, défend son club. À ce titre, ouais, c'est Quentin, t'as raison de le remercier parce que en fait, c'est quelqu'un vers lequel on se retrouve aussi. Ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de pas calculateur ou pas manipulateur, quoi. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez vrai. En tout cas, sa communication est excellente, hein, même depuis c'est comme ça d'ailleurs qu'il a réussi à séduire, on va dire, les supporters dès son arrivée. Il était conscient que c'était peut-être pas le nom que les supporters recherchaient. Mais il a montré sur le terrain et par son travail que c'était le nom et la personne que l'équipe avait besoin. Et autant je pense qu'il va peut-être être convoité, effectivement, ce qui serait logique. Hein, mais par contre, je pense pas qu'il oubliera que c'est Brest qui lui a tendu la main alors qu'il avait aucune touche depuis. Il n'était pas sans travail depuis 10 ans, mais il n'avait pas entraîné depuis 10 ans, et c'est Brest qui lui a permis de retrouver un banc. C'est dans l'équipe qu'il y a eu une interview sur lui, c'était peut-être avant le match de Nantes. Il me semble qu'il y avait une page entière sur lui, et dans laquelle il disait avoir été contacté cet été. Alors je sais pas si les contacts étaient extrêmement concrets ou pas, mais en tout cas il y a des gens ont pris des renseignements, mais que lui avait dit à son vestiaire qu'il voulait les retrouver en juillet, donc il s'était déjà projeté, alors que son contrat se terminait, hein, il s'était déjà projeté sur une prolongation et la suite. Vous vous souvenez quand il a signé à Brest, c'était pour 6 mois en disant on parle pas de la suite. Et lui, je pense qu'il a aussi, ça a matché. Nous, ça a matché dans notre sens envers lui, mais je pense que lui, envers le public, envers les joueurs, envers l'environnement, ça a marché aussi. Donc vraiment un deal gagnant-gagnant, pourvu que ça dure. Et peut-être la transition toute trouvée pour commencer à parler des bilans individuels. Alors on va parler ligne par ligne, hein, sans rentrer dans le conseil de classe que tu affectionnes tant, bien sûr, mon cher Fanche. C'est les vacances. Plus, ce serait dommage de te donner du travail supplémentaire. Mais ouais, partons sur ligne par ligne. Donc commençons par le gardien de but, Marco Bizot, qui ne laisse que les miettes à Grégoire Couder, c'est-à-dire rien du tout, puisque Marco Bizot aime les miettes également. La coupe contre Angers, peut-être? Oui, je pense. Ouais, j'espère. Il le mérite aussi, Couder. Je pense que c'est un mec dans l'esprit aussi, donc et que c'est pas un mauvais gardien. Bizot, évidemment, c'est le taulier, hein, naturellement. Ouais, le premier nom qu'on met sur la feuille de match. C'est ça, valeur sûre. Je pense qu'il y a pas autre chose à dire. Quelqu'un qui est régulier, qui est décisif. Je crois que c'est déjà 7 clean sheets cette saison. Il a jamais fait mieux en une saison entière à Brest. Largement en avance. Par contre, on a vu quelques stats sortir ces derniers jours, comme quoi ça serait un des meilleurs gardiens d'Europe et de Ligue 1 sur le taux d'arrêt, des choses comme ça. Et là, je suis un peu curieux d'avoir votre ressenti, parce que j'ai pas l'impression que Marco Bizot fasse autant de miracles que la saison dernière. Parce qu'il est moins sollicité, parce qu'il a moins de joueurs mauvais ou qui passent à côté. Mais en fait, je me dis que Marco Bizot, là, il fait un bon début de saison, mais il peut faire beaucoup mieux, il l'a déjà montré. Je sais que si Brest a un coup dur à un moment dans la saison, lui, il sera là et il rapportera des points qu'on n'aurait pas pris sans lui. C'est vrai qu'il y a quelques arrêts qui me viennent en tête. Je pense au match à Nantes. Il y a l'arrêt qu'il fait à Metz, mais c'est suite à une boulette peu de sa part. Il a fait des arrêts qui sont déterminants, mais par les années passées, on se souvient tous de l'arrêt contre Gamero, contre Strasbourg. Et il y a des saisons où il nous a peut-être plus sauvés parce que aussi il était davantage sollicité. Mais en tout cas, ce qu'il il le fait sobrement, il le fait bien. Et je pense que c'est l'année, pareil, un peu comme l'équipe, l'année de la maturité pour lui, où il est sûr de sa force. Faut pas oublier que maintenant, il a devant lui une défense qui ne bouge pas. On en reparlera tout à l'heure. Alors qu'avant, c'était une défense qui n'arrêtait pas de changer, une charnière qui évoluait match après match. On avait du Dari Brassier, du RL Chardonnay, ça change. Donc forcément, les repères sont bousculés. Là, il y a une stabilité sur la ligne de défense et je pense que ça doit le rassurer aussi. Même s'il y a eu quelques petites erreurs contre Toulouse avec une incompréhension avec Kenny Lala. Et Lille aussi, je rajouterais. À Lille aussi, où il est pas totalement clair. Mais pour le reste, évidemment, Brest possède un très bon gardien. Et je sais pas si c'est le meilleur gardien de Ligue 1, mais en tout cas, il est largement dans les 3-4 meilleurs portiers du championnat.
Et tu vois, là, en faisant ma prospective sur la fin de saison, tu te coches sur des petits objectifs, des petits trucs qui te fait plaisir et tout. Et honnêtement, Marco Bizot à l'Euro 2024 avec les Pays-Bas, même en troisième gardien, ça serait mérité, ça ferait plaisir. Alors, j'avoue ne pas connaître trop le vivier de gardiens aux Pays-Bas. Après, du mal à le voir parce qu'ils étaient partis quand même à la Coupe du Monde avec le gardien d'Erenven. Hein, donc je sais pas si c'est l'idée de remettre un gardien de 30 plus années dans le système, on va dire, de gardien néerlandais. Quoi. Mais évidemment, ça ferait plaisir pour lui surtout parce que je pense que ça fait 3 ans qu'il est là maintenant. Il a vécu que des saisons à chier. Il prenait 25 tirs par match. Là, c'est surtout pour lui qu'on est content parce que c'est vrai que c'est un mec qui a toujours été parfait, qui a fait des erreurs ici et là, mais globalement, si on prend le plus et le moins, depuis qu'il est là, il y a beaucoup plus de plus que de moins de moins. Eh oui. Le plus n'égale pas plus. Comme dirait Michel Seydoux. Donc Et c'est en vrai plus- que c'est surtout pour lui, on va dire qu'on est content parce que déjà ça a l'air d'être un super type. Les super types, on est content quand ça va bien pour eux, surtout quand ils ont le logo du Stade Brestois sur le maillot. Ouais, c'est ça. Et en plus, ne pas oublier que son choix de venir à Brest, il est un peu incompréhensible, tu vois. Il voulait juste changer d'air. Il était dans une équipe qui jouait l'Europe, donc c'était la Z, je crois. Tout à fait, ouais. Et il débarque comme ça au Stade Brestois qui joue le maintien en Ligue 1. C'est un choix couillu et ça fait plaisir. Ça me ferait énormément plaisir que lui puisse dire, voilà, j'ai fait ce choix-là, aucun regret parce que sportivement, je suis arrivé au même niveau, voire au-delà. Et puis nous rappelons qu'il a prolongé son contrat à Brest jusqu'en 2026, l'été dernier. Donc normalement, si tout va bien, il est encore avec nous pour un petit moment. Et ça fait plaisir aussi. Et tu vois, par exemple, imaginons théorie que Brest joue l'Europe l'année prochaine. J'aime cette théorie. Non, mais tu te pointes avec Marco Bizot en Europe, t'es serein, quoi. Oui. Tu te dis pas, j'ai besoin d'un gardien. Surtout que c'est l'un des seuls qui a l'expérience européenne. Donc, Kenny Lala peut-être aussi. C'est ça, avec l'Olympiakos. Puis ça dépend de la ligne de défense que tu as devant, et je pense qu'on peut passer sauf si vous avez d'autres choses sur Bizot, mais on peut passer à la ligne au-dessus. Bizot, c'est excellent. De toute façon. Vous vous souvenez, alors c'est l'année dernière, un des premiers podcasts de la saison, vers le mois d'octobre, au septembre-octobre, on se demandait comment Brest pouvait gagner les matchs, parce qu'ils en prenaient à peu près 2 buts ou 2 buts et demi de moyenne par match. S'il fallait en marquer 3, on se disait que ce serait compliqué. Alors le problème est totalement réglé, et ça vient aussi, je pense, de la stabilité de la défense, avec des latéraux qui sont beaucoup plus... Alors on avait commencé l'année dernière, les latéraux c'était Duverne en première partie de saison. Il y avait du Brassier aussi. Duverne à droite, ouais. Brassier à gauche. Il y avait Uronen qui était un match sur 2 à gauche aussi. Ouais, non, Duverne. Je crois que c'est la 4e défense de Ligue 1 ou 3e défense. On est alors ça contraste vraiment et ça change de la saison dernière. Peut-être commencer par les latéraux. Là, c'est un peu la sérénité, je dirais. La série, il est serein. Il y avait une Noah Fadiga aussi, tiens, l'année dernière. Ah oui, exact. J'allais dire le regretter, mais non. Et Bradley Loco, qui est pour moi une des révélations. Si on devait faire une catégorie révélation, je pense que Loco, cette année, c'est quelque chose. Même si je l'ai senti un petit peu émoussé et fatigué en fin de période, là, sur le match à Nantes. Le match contre Lorient, c'est pas son meilleur match non plus. Pareil, les latéraux, c'est du top pour l'instant. Ouais, alors peut-être un peu pas déçu de Kenny Lala, mais je le trouve peut-être moins bon que l'année dernière, moins décisif. C'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de centres qui arrivaient pile sur la tête de Steve Mounier. Les 2 passes décisives pour Mounier cette année contre Paris et contre Lyon. Il marque contre Lens. Nantes sur corner. Là, Finalement, il est plus décisif que Loco. Oui, parce que je pense que Loco a moins de qualité, on va dire, de la dernière passe. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il est, je le trouve moins, alors pas moins investi, présent, on va dire, dans les offensives. Je dirais Kenny Lala par rapport à l'année dernière, où je trouvais que son volume de jeu était peut-être au-dessus de ce que je vois cette année. Mais effectivement, c'est quand même... c'est une valeur sûre, on va dire. Hein. De toute façon, il y a très peu de concurrence au poste de latéraux. Éventuellement, Julien Le Cardinal qui pourrait jouer arrière droit. Ce sont des mecs qui sont... on sait à quoi s'attendre et ça, c'est quand même une très belle qualité de cette constance des latéraux. Évidemment, je pense que Bradley Loco peut être un peu plus décisif. Je crois que c'est une passe décisive contre Le Havre, je crois. Oui. Mais il va le devenir. Il est encore très jeune. Il démarre en Ligue 1. Et puis finalement, on n'a pas nécessairement besoin, même si dans le football actuel, c'est un plus de voir les latéraux décisifs. Si jamais les offensifs, les joueurs offensifs s'en occupent, les milieux de terrain s'en occupent, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des latéraux qui marquent ou qui fassent des passes décisives à tous les matchs. Donc vraiment des valeurs sûres quoi sur les côtés et finalement c'est très bien comme ça quoi. Il n'y a pas besoin de plus nécessairement. Et Bradley Loco effectivement beaucoup de percussions, un joueur un peu frisson, la tête de Jean-Kévin Duverne mais avec des pieds et une explosivité qui ne l'est pas celle de Jean-Kévin Duverne. Déjà il est gaucher, ce qui est un plus par rapport
à son prédécesseur et ça a l'air d'être lui aussi d'être un bon gars dans les interviews qu'on a pu voir de lui. Encore un excellent coup de Grégory Lorenzi contre toute attente, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit là, il y a quelques minutes, Fanch, la saison dernière, quand il jouait, c'était pas non plus folichon. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé cet été, mais je veux la même chose. Ouais, l'autre grosse valeur, on l'a déjà évoqué, c'est Lilian Brassier. On peut pas parler de Brassier sans parler de Chardonnay parce que c'est une paire. Globalement, il y a quoi à dire. Enfin, je pense ça marche bien les deux en fait. Ouais, et je pense que c'est la meilleure saison de Chardonnay depuis un bon bout de temps. Je pense que c'est vraiment le symbole exact de la phrase préférée de Quentin. Ils font ce qu'ils savent faire, pas plus, et ils le font très très bien. Brassier, il a épuré son jeu. Il y avait beaucoup de longs ballons avant qui étaient un peu envoyés à personne finalement. Enfin, c'était vers Mounier, mais le pauvre Mounier, il a beau être grand et costaud, il peut pas tout récupérer. Et là, je pense que le repositionnement tactique de Pierre Lesmelou, qui vient chercher les ballons très bas, le décharge justement de cette première relance, ce qui fait qu'il a moins de prise de risque à faire. Il perdait de nombreux ballons à ce moment-là. Là, il peut vraiment se concentrer sur ses tâches défensives, même si sur la relance, c'est quand même un petit peu mieux et dans le jeu de passe aussi. Mais on voit moins ses défauts et on voit plus ses qualités puisqu'il est plus concentré aussi. Ce qui fait de Brassier, je pense, tu disais Quentin, la prochaine valeur marchande, c'est locaux. À mon avis, il y aura Brassier qui partira avant et certainement pour un prix qui atteindra pas loin des 10 millions d'euros au minimum. Et justement, Quentin l'a dit, bon, ça ferait chier de perdre Brassier, mais on a quand même du monde derrière. Ouais, le Cardinal, c'est pas mal. Il y a le Cardinal. Et même Dari, quand il joue, il se liquifie, mais chaque fois. Est-ce que tu y crois encore ? Je sais pas si j'y crois, parce que je pense qu'il y a un blocage mental et il est parti dans un engrenage où j'ai fait des mauvais matchs à Brest, je me mets la pression quand je joue, et voilà. Par contre, Dari, je pense que si tu le vends ailleurs... Ça peut être un bon joueur ailleurs. On a des échos comme quoi c'est l'un des meilleurs à l'entraînement. En et c'est pas surprenant non plus, parce qu'on voit qu'il a des qualités, mais je pense que mentalement... moi j'aurais dit quand même c'est surprenant, mais... Toi, tu crois en Dari, Quentin ? Non. Merci. Non, en fait, j'ai des soucis avec ses pieds, quoi. Je pense que ce serait un bon défenseur central, mais je sais pas, dans une défense à 3 plutôt, où vraiment faudrait pas qu'il touche le ballon trop avec ses pieds, quoi. Je pense que c'est mental, hein, et parce qu'en fait, on l'a jamais vu avec beaucoup d'assurance, jamais, quoi. Il y a jamais eu un match où on l'a senti. Le premier contre Marseille était pas déconnant. On a très peu regardé le Wydad Casablanca, malheureusement. Mais en fait, on n'a jamais vu de même à la Coupe du Monde, hein, mais de Achraf Dari solide. Solide au-dessus, quoi, où on sentait effectivement qu'il y avait le potentiel d'être un bon défenseur de Ligue 1, capable de prendre le dessus sur son vis-à-vis. Il y a toujours eu des petits sauts de concentration, des petites erreurs techniques, des petites erreurs de placement qui font dire que la marche était peut-être un peu trop élevée et je pense que malheureusement il a raté sa chance aussi, quoi. Dans la hiérarchie du début de saison, il est 3e quand la saison débute. Je pense qu'aujourd'hui il est 4e. À mon avis, le Cardinal, vu ses prestations, mérite en tout cas d'être revu en priorité par rapport à lui, ce qui fait à Montpellier, et il joue contre Strasbourg aussi si je dis pas de bêtises. C'est 2 matchs où on prend effectivement un but à chaque fois, mais d'une part il est pas responsable et il fait des prestations qui sont tout à fait correctes et on n'a pas tremblé avec lui, on a senti une sérénité, chose qu'on sent pas avec Dari, où effectivement à chaque fois qu'il est sur le terrain, on a un peu l'impression qu'à chaque ballon ça peut être danger tout de suite. Ça c'est le traumatisme du match de Nantes la saison passée, je pense que personne l'a oublié et lui non plus. Et après, est-ce qu'on va oublier Julien Cardinal, ailier droit, pour finir le match à la Beaujoire ? Ah oui, c'était quelque chose. Je ne sais pas. C'était quelque chose. Un joueur polyvalent, excellent ça. On aime ça, les joueurs polyvalents. Et devant eux, ils ont un milieu de terrain qui fait le travail. Je pense qu'on peut passer à la ligne un petit peu au-dessus. Avec, alors moi, ce que j'ai mis en préparant le podcast, j'ai parlé du trio magique Pierre Lesmelou, Magnetti, Camara, mais dans lequel évidemment on va pouvoir se greffer d'autres individualités, mais vraiment le milieu titulaire aujourd'hui, même si Doumbia a brillé contre Lorient, de toute façon il sera à la CAN, donc on le verra pas avant un petit moment. C'est vraiment ce milieu de terrain là qui se connaît depuis l'année dernière, hein, parce que Camara était déjà présent, Magnetti qui était toujours un petit peu derrière Belkebla finalement la saison passée, qui rentrait plutôt en jeu. Là, cette année, c'est transformé en titulaire indiscutable et je pense qu'il fait absolument pas tâche dans le 11. Quand on voit Magnetti, on est content. Capitaine d'ailleurs sur un match. Yann, tu parlais de Brest, capitale du vice. Je pense que lui, il est capitaine de la capitale du vice, quoi. C'est le président. C'est le président. Non, mais c'est vrai. Vraiment, c'est l'organisation. Moi, au-delà de des individualités, c'est vraiment l'organisation de ce milieu. Elle est très claire avec Lesmelou qui joue reculé et Magnetti et Camara qui, eux, vont chercher assez haut. J'ai des souvenirs de Madi Camara qui va presser jusque dans la surface adverse.
Vous vous souvenez Contre le Havre, il me semble aussi. Contre le Havre, à Reims. Contre Paris, il jouait en... Contre Lens, c'est lui qui obtient le penalty à la 88e minute en se projetant et en étant à la surface lensoise. On a d'ailleurs beaucoup plus de présence dans la surface adverse. C'est pour ça qu'on marque aussi autant de buts. Regardez un petit peu l'ensemble des buts qu'on a marqués. On a pas mal de joueurs qui sont assez hauts. Et finalement, Magnetti et Camara, que j'ai toujours considéré moi comme des joueurs assez défensifs, se sont transformés et se sont améliorés offensivement. Le but que met Magnetti à Nantes, je suis pas certain qu'il y a 2-3 ans, il mette le même. Et Camara, pareil, dans le dernier geste, même s'il y a encore si et là des petites erreurs dans des transmissions, c'est un milieu de terrain avec lequel tu peux voyager vraiment tranquillement et sereinement. Et en plus de ça, tu as des joueurs qui se révèlent, Doumbia contre Lorient, mais même au-delà de son quadruplé contre Lorient, c'est bizarre à dire, à chaque fois qu'il est entré en jeu, Doumbia, on avait envie de le revoir, parce qu'il avait toujours apporté un truc contre Montpellier, c'est lui qui, pareil, fait une petite passe à Metz, super intéressant. Et pareil, Jonas Martin qui petit à petit se met dans le moule et je pense pour être un joueur intéressant de la deuxième partie de saison. Ouais, et bon, c'est un milieu qui déjà ne s'est pas fait rouler dessus une seule fois de la saison. Et je vais juste, parce que je pense que tu as tout dit, mais préciser que les deux joueurs qu'on a en plus, donc Doumbia et Jonas Martin, c'est pas non plus des doublons des trois qui sont sur le terrain. Ils ont autre chose, ils apportent autre chose. Au-delà de la qualité, en fait, ça apporte de la diversité dans ce milieu de terrain. Et par exemple, Doumbia contre Lorient, au-delà de ses buts, il a joué d'une manière assez différente de celle de Camara. Ça fait que c'est un Stade Brestois qui, on l'a déjà dit, a plusieurs cordes à son arc, peut faire plusieurs choses. Aujourd'hui, j'ai presque tendance à dire que tu as 5 joueurs, 3 postes, mais tu peux les changer comme tu veux. Tu sais que tu auras quelque chose de cohérent. Pas forcément la même chose à chaque fois. Et en fonction de l'adversaire et du contexte, tu peux mettre l'un ou l'autre, parce que contre Lorient, de faire jouer Kamori Doumbia qui était plus offensif que Camara, parce que Lorient s'attendait certainement à un milieu de terrain classique côté brestois, ça les a peut-être déstabilisés. Alors, je pense pas qu'Éric Roy s'attendait forcément à ce que Camara marque 4 buts, mais regardez le deuxième but de Camara, de Doumbia, pardon, quand il joue avec le Doiron Satriano, il est très haut. Il fait quelque chose que je pense Madi Camara n'aurait peut-être pas fait à sa place, dans le petit espace, en jouant très vite, et en arrivant à faire un appel qui est extrêmement bien senti, et dans la finition, c'est magnifiquement bien joué. Et t'as raison, cette diversité est vraiment parce que parfois dans les équipes où les joueurs sont polyvalents, c'est un peu difficile de leur trouver une place, et c'est peut-être au détriment du collectif. Là, c'est vraiment pour le collectif, et c'est un plus non négligeable. Et c'est un peu différent avec l'an dernier, on parlait de Belkebla, Magnetti, Belkebla, c'était les mêmes, tu sortais un pour rentrer l'autre. Alors, on était content de savoir. Mais c'était la même chose. Mais c'était la même chose, et c'est bien de savoir que tu peux avoir autre chose que selon l'adversaire, tu peux changer. Et ça s'est vu contre Montpellier, quand tu fais entrer Doumbia, Pereira Lage, Mounier, à la place de 3 joueurs qui ont des profils différents, tu changes complètement la manière de jouer et tu gagnes le match. Parce que si tu fais entrer un joueur identique, finalement, tu apportes juste de la fraîcheur. Ouais, mais au-delà de la fraîcheur, il n'y a pas grand-chose de plus. C'est ça. Ouais, vraiment très complémentaire, les milieux de terrain. Moi, je mettrais peut-être Jonas Martin un peu pas de côté, mais je pense que c'est pas, il a pas un profil différent de Les Melou, de Magnetti, de ces joueurs comme ça. Je suis un peu pas déçu, mais c'est vrai que t'es pas emballé, pas emballé, mais en fait c'est compliqué aussi pour lui. Il a très peu joué ces dernières saisons, et je pense qu'il a du mal à trouver du rythme, ce qui est logique. De toute façon, quand on a un milieu qui tourne aussi bien, des obligations sportives avant tout. Quand t'as des mecs comme Les Melou, qui est peut-être le premier joueur de champ que tu mets sur la feuille de match. Camara, qui est peut-être le joueur le plus pas important, mais c'est peut-être le seul joueur dans son. En fait, il est bluffant parce que à Saint-Etienne, quand on le voyait, c'était plus un milieu récupérateur, et là, il se bonifie comme joueur hyper intelligent, capable de très bien sentir les coups, de faire des appels au bon moment. Il est très très souvent seul, donc ça je pense que c'est pas un hasard, c'est lui aussi qui sait se démarquer. Et Magnetti, qui quand il est arrivé, on pensait que c'était Lenny Pintor puisqu'il était arrivé de Bastia, quand Bastia avait fait faillite et que Lenny Pintor et lui étaient arrivés gratuitement. On pensait que c'était Lenny Pintor qui allait être la petite pépite qui était en équipe de France Espoir. Bon, lui a rapporté 5 millions d'euros, c'est pas trop mal. Mais au final, plusieurs saisons en réserve, Magnetti qui est aujourd'hui un titulaire presque indiscutable, qui a été capitaine contre Strasbourg. C'est un peu la belle histoire, et on est content pour lui parce que c'est aussi un mec qui a jamais triché, qui est tout le temps dans l'esprit aussi, qui est très proche des supporters, qui est marseillais, mais qui est peut-être le plus brestois des Marseillais. Vraiment un joueur, en plus, que tu parlais de vice, c'est vrai qu'il faut en avoir dans son équipe des joueurs comme ça, et comme on le disait, on n'a plus peur de voir Magnetti sur le terrain, quoi. C'est devenu une valeur sûre, un mec hyper fiable. On sait ce qu'il va apporter, on sait aussi ce qu'il va pas apporter, même si effectivement on le voit de plus en plus décisif, et
de plus en plus incisif en se portant vers l'avant. Et évidemment, Doumbia, c'est un peu la révélation, mais malheureusement, il n'est pas brestois. Révélation, mais peut-être un peu trop, quoi, pour qu'il reste brestois les 100 prochaines. Parce que finalement, il a que 20 ans, hein. C'est vrai qu'on a du mal à se faire à l'idée, mais il n'a que 20 ans, donc ça pourrait, il est, on va dire, à juste titre, considéré comme un jeune joueur, déjà international, qui marque beaucoup avec le Mali. En fait, on attendait un peu de voir cette efficacité devant le but avec le Stade brestois. Elle est venue tout d'un coup, la fameuse théorie du ketchup, bien sûr, on la connaît. Effectivement, quand tu parlais des joueurs, des présences dans la surface, 3 des buts de Doumbia, c'est dans la surface, donc il jouait presque comme un deuxième attaquant, finalement. On sent que c'est un joueur intelligent, on sent que c'est un bon joueur de foot, avec des bonnes bases, on va dire, techniques, tactique, une belle prise, mais malheureusement, je pense que malheureusement, il faudra le laisser au Stade de Reims parce qu'il devrait être un peu cher et je pense que Brest ne sera pas le seul intéressé par Kamori Doumbia, mais vu la relation entre Doumbia et Eric Roy, on l'a vu après un but, je sais pas lequel c'était, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, on a oublié. Ils ont l'air de s'apprécier pas mal les deux hommes, donc pourquoi pas. C'était juste pour compléter sur Camara, et je vais être très rapide. Tu disais que Pierre Lesmelou, c'est le premier joueur de champ que tu mets sur ton 11. Je pense que pour Camara, tu fais ton 11, tu laisses un trou, et tu lui dis ce dont tu as besoin. Et c'est tout. C'est un mec d'une polyvalence folle qui, je pense, n'aurait aucun souci si on dit tu vas passer ton match à suivre un mec, à le coller au cul pendant 80 minutes, qui peut jouer dans la surface adverse. Joueur de devoir. Ouais, c'est le monsieur, c'est un peu tout faire. Il le fait plutôt bien, il est pas au-dessus de la norme sur plein de choses, mais il sait tout faire. Ah mais pour moi, ça, tu peux le demander à Magnetti plutôt qu'à lui. Ouais, mais enfin, je veux dire, tu parce peux. Parce qu'en fait, tu te prives de la présence de Camara, la présence offensive de Camara, peut-être en faisant ça. Non, je suis d'accord, mais je veux dire, Camara, tu peux lui demander ce que tu veux. Si demain tu recrutes un super joueur offensif, un super meneur de jeu, tu peux dire à Camara de faire autre chose. Mais bon, en termes de meneur offensif, on en a un qui se dégage pour l'instant. C'est la ligne au-dessus, Romain Del Castillo. Je pense, Pierre Lesmelou et lui, d'ailleurs, ils sont tous les deux dans l'équipe type de l'équipe de la première partie de saison. 5 buts, 5 passes décisives. Pas de blessure. Il y a eu un petit coup de mou à un moment donné physique, je pense, après son début de saison Tony Truant, où il a été aussi un peu sous le feu des projecteurs. Pour moi, c'est aussi le joueur clé, même s'il rate quelques petits trucs parfois qui sont un peu surprenants techniquement, des passes ou des tirs, où il a encore je pense qu'il a une marge de progression à ce niveau-là dans la finition. Mais clairement, sur les joueurs offensifs, sur la ligne offensive, c'est Romain Del Castillo qui me fait la meilleure impression, en tout cas sur la première partie de saison. Au-delà des stats, c'est le genre de joueur, quand il a le ballon, on va dire à 30-35 mètres des buts adverses, tu sens que le stade peut se lever. Même sa petite remise, tu vois, à Nantes sur Lala, quand il fait la petite derrière la jambe, là, c'est ce genre de joueur qui sait faire ce genre de gestes qui vont faire la différence. Mais il pourrait faire mieux. Toi, t'es un peu déçu ? Déçu, c'est un peu fort. Mais il avait commencé quand même très très fort. Je m'attendais à mieux qu'à 5 buts et 5 passes D, quoi. C'est quand même pas mal, sûr. Parce que là, mais c'est bien. Mais en fait, il avait démarré tellement fort qu'on se disait peut-être 7 et 7, quoi. C'est l'avantage d'avoir un effectif qui est complet, parce que quand lui était un peu moins bien, d'ailleurs, c'est lui qui a très bien commencé la saison, tu l'as dit, c'était le joueur décisif des premières semaines. Et lorsqu'il a commencé à être un petit peu, même si c'est mieux, là, il était bien revenu, mais lorsque c'était un petit peu plus compliqué sur le cœur vraiment de fin d'été, début d'automne, il y a d'autres joueurs qui eux étaient en difficulté. Je pense à Jérémy Le Doiron qui a fait un mauvais début de saison. Depuis, il revient mieux. Le but contre Strasbourg, le très beau but contre Metz, son but contre le PSG qui est pas facile à mettre non plus. Je pense qu'il a peut-être eu du mal à digérer l'attente peut-être d'être placé en lui déjà avec ses 10 buts de la saison dernière. Il s'est lui-même mis un peu la pression en disant qu'il en remettrait 10 cette année. Et le transfert avorté à Lorient, je pense que ça a peut-être trotté dans sa tête, ou en tout cas beaucoup de monde a dû lui en parler. Mais finalement, il va falloir compter encore avec Le Doiron cette année. C'est le genre de joueur que tu imagines peut-être sur le banc à un moment donné et qui finalement revient. Tu le fais partir par la porte, il revient par la fenêtre. Et cela dit, c'est bien parce que pour la concurrence, ça pousse tout le monde à faire mieux. Et avoir Le Doiron en forme, je pense que Brest aurait du mal à s'en passer aujourd'hui. Depuis qu'il y a moins de talonnades, c'est mieux. Oui, moins de talonnades, plus de frappes de 20 mètres c'est de ça. bourrin. Non, mais c'est vrai, ça revient toujours à la théorie de faire ce que tu sais faire. Depuis que Brassier ne se prend plus pour Nesta, c'est quand même nettement mieux. Et donc je trouve que Le Doiron a repris un peu son rythme de croisière. Il a prolongé à Brest, comme Del Castillo et Lesmelou jusqu'en 2027. Donc dans sa tête, il est complètement libéré, il est libre. Son avenir est assuré pour quelques saisons encore. Donc c'est bien. Après, ça pousse aussi les autres à faire mieux. Je pense à Mathias Pereira, qui je trouve plus intéressant que la saison dernière. Il avait été beaucoup blessé aussi. Il apporte dans la rotation, même si pour moi j'en fais pas un titulaire encore aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui va beaucoup se dépenser, qui va beaucoup jouer pour le collectif. Et fait partie des joueurs offensifs, sans parler des attaquants purs.
Je pense que les trois dont on a parlé sont au niveau, en tout cas cette saison, et apportent chacun dans leur registre ce qu'ils ont apporté au club. Et c'est finalement à eux trois, c'est 5, 8, 10 buts, quand même 10 buts entre les trois. Je rappelle qu'on va parler tout à l'heure des attaquants qui, eux, en sont à 4 à eux deux. Même profil pour moi un peu le Doiron et Peralache, c'est pas on va dire des leaders d'attaque, des joueurs de complément qui dans un effectif et une composition qui tourne bien, on va dire, ils vont pas faire baisser le niveau de cette équipe quoi. C'est des joueurs de devoir, tu parlais cette expression pour Camara tout à l'heure, mais ça va pas être des leaders d'attaque qui vont comme Del Castillo porter une attaque d'un club de Ligue 1 et tant que ça va bien, ils vont faire leur stats, ils vont marquer des buts, ils vont savoir où se placer, ils vont savoir à qui donner le ballon et ça va tourner. Les buts viendront, les passes décisives viendront parce que ça tournera bien et alors que par exemple un Del Castillo pour le coup ça c'est un mec qui a le niveau technique pour mener une attaque d'une équipe de Ligue 1, il le fait plutôt bien. Moi je pense qu'il pourrait toujours faire mieux et je pense que Eric Roy est d'accord puisqu'il l'a dit en conférence de presse après le match contre Clermont. Peut-être. Ouais, c'est ça. Ça reste le leader sans souci de cette attaque et déjà il est pas blessé comme tu l'as dit Fanch et ça c'est la meilleure nouvelle de ce début de saison brestois. Et je pense qu'il y a quelque chose qui confirme ce que tu dis, c'est que si on demande aux supporters de Brest entre Peralage, Le Doiron et Del Castillo lequel ils voudraient absolument pas perdre cet hiver, je pense que la très grande majorité des gens te répondront Del Castillo assez logiquement puisque c'est vraiment lui, t'as raison, le meneur. Alors moi peut-être que pour conclure ce format un peu conseil de classe mine de rien parce qu'on a parlé un peu de tout le monde, sur les attaquants de pointe, c'est peut-être là qu'on a alors je dirais pas de déception, mais peut-être de retenue sur les performances de à la fois Steve Mounier et Martin Satriano. Peut-être parce qu'on attendait beaucoup, en tout cas personnellement, de Satriano, et que finalement, Steve Mounier aujourd'hui apparaît peut-être comme le joueur titulaire à ce poste, même s'il y a de la rotation. Et je pense que Yann, tu vas peut-être un peu défendre Satriano aussi. Ouais, alors déjà cet argument sur les attaquants, c'est triste à dire, mais c'est vrai, on les juge sur le bilan comptable avant tout. Et c'est vrai que Satriano, c'est un but. Mounier, c'est 2 ou 3. Une passe décisive. Voilà, il y a les passes décisives. En fait, les deux ont participé, juste coupe, aux 17 matchs. Donc ils ont tous les deux, c'est facile de les comparer puisqu'ils ont fait globalement le même nombre de matchs. Et Steve Mounier 8 fois titulaire, Martin Satriano 9 fois, ce qui fait 17 matchs. Voilà, c'est un élément important, c'est que les deux ont autant joué l'un que l'autre alors qu'on est sur un système à une pointe, donc aucun des deux n'a pu enchaîner les matchs. De rien, c'est quand même important. Mais est-ce qu'ils n'ont pas pu enchaîner les matchs parce qu'ils n'ont pas pu s'imposer? C'est la question. Que du coup, si Steve Mounier marquait 2 buts par match, il n'y aurait pas de rotation, tu vois. Bien sûr. Mais d'un autre côté, moi ça me dérange pas trop, bon déjà parce que l'équipe tourne, mais surtout parce que c'est pas du tout les mêmes joueurs. On revient à cette diversité. Satriano face à Lorient, je pense que c'est le bon choix, c'est le bon profil. Par contre, tu mets Satriano face à une défense de Golgoth type Nice, bon, je sais pas si c'est l'idée du siècle. Maintenant, c'est sûr, sur le plan comptable, ils doivent faire mieux la deuxième partie de saison, surtout qu'ils ont pas raté énormément d'occasions en fait. Ça, c'est un autre élément. Ils sont pas en déficit chronique d'efficacité. Peut-être Satriano, on l'a vu faire un gros manqué contre Nantes, et j'ai senti contre Lorient qu'il était un peu en train de basculer du côté, tu sais, obsédé par le but, où il faut absolument marquer, que ce soit lui qui marque pour se relancer, quitte à oublier ses partenaires. Ça, c'est un risque. J'attends Eric Roy là-dessus, pour bien le cadrer et remettre le collectif Il a pas eu de devant, chance non plus sur quelques actions. Je pense à la frappe qu'il fait en début de match contre Lyon, que Lopez sort, l'arrêt contre Clermont, où vraiment là, les gardiens font aussi... Il aurait pu être à... Je vois des frappes de Satriano qui auraient pu finir au fond, alors j'en vois pas de Mounier qui n'ont pas fini au fond. Enfin, Mounier, ce qu'il a dû mettre au fond, il les a mises, mais je le vois pas non plus se procurer une tonne d'occasions. Que fait Mounier sur le but, par exemple, à Montpellier? C'est des choses que je vois mal Satriano faire. Et par rapport à la première partie de Satriano à Brest, il y a 1 an et demi, je le trouve un petit peu plus lent, un petit peu plus lourd, un petit peu moins instinctif dans le premier geste, où il est plus tranchant. Là, je le trouve un petit peu plus lent et met plus de temps à prendre ses décisions. Il a toujours un petit temps de retard par exemple, sur le 3e but de Doumbia, lorsqu'il fait la passe à Jonas Martin, elle est pas forcément super bien donnée, la balle. Est-ce que c'est un manque de confiance? Je pense, parce qu'il a besoin de marquer. Et je pensais que son but contre Toulouse allait le libérer, mais je ne perds pas espoir et j'espère qu'en deuxième partie de saison, à la fois Satriano ou Mounier, moi peu importe, entre les deux, tant que ça marche, ça me va, seront un petit peu plus décisifs ou un petit peu plus heureux devant le but. Je pense que décisif, c'est le mot qui compte parce que je pense pas qu'on puisse dire qu'ils font un mauvais début de saison. Ils sont pas décisifs, mais pour moi, à chaque fois, ils apportent quelque chose. Je trouve Satriano un poil plus décevant que Mounier. Tu vois, aujourd'hui, si je devais choisir entre les deux, je mettrais peut-être plus facilement Steve Mounier, que je trouve en forme en ce moment. Mais quand il est pas là contre Lorient et que c'est Satriano qui joue, tu gagnes 4-0 en une mi-temps. Donc ça veut pas dire que le mec, c'est pas un boulet devant. Ouais, et il est décisif dans l'animation. Parce que bon, il y a la passe décisive sur le deuxième but. Il y a aussi le déplacement sur le 4e. Sur le premier, il est sur le 3e, il est dans l'action. Enfin, on n'a pas des attaquants qui disparaissent.
chose qui a pu être le cas l'an dernier. Après, vous parliez effectivement de pas vraiment d'occasion où on se souvient que Mounier et Satriano ont fait de véritables ratés, mais c'est vrai qu'on a du mal quand même à trouver les attaquants, enfin l'attaquant de pointe en l'occurrence, dans des situations intéressantes pour lui. Autant les autres joueurs arrivent assez facilement à se mettre dans des positions de frappe dangereuses, autant c'est vrai que les attaquants, et malheureusement si Satriano et Mounier tournent autant, c'est qu'il n'y a pas vraiment un qui prend le dessus sur l'autre, et ils n'ont pas non plus vraiment l'occasion de se mettre en valeur. Est-ce que ça s'explique, pardon Quentin, mais par le fait qu'on joue avec deux ailiers qui sont des ailiers plutôt attaquants antérieurs, qui vont frapper comme Del Castillo ou le Doiron, qui vont entrer tenter leur chance, plutôt que des ailiers de débordement? Je dirais plus les milieux de terrain qui se projettent plus, et qui finalement autant ils sont pas très dangereux avec le ballon, autant sans ballon ils attirent quand même les adversaires, donc ce qui permet à un Camara par exemple de se projeter, de se retrouver un peu plus seul dans la surface. La bonne nouvelle, on va dire, c'est que le meilleur match de Satriano, c'est son dernier contre Lorient. Je pense qu'il a été très bon. Je dirais que intrinsèquement Satriano est meilleur que Mounier, mais qu'il a pas encore montré. Je le trouve aussi un peu lourdeau, le Satriano. Et mauvaise nouvelle, par contre, il était pas dans les célébrations post-derby contre Lorient. Si, j'ai vérifié après sur Prime en voyant le match, si. Ok. Non, mais à la fin du match, post-derby. Parce que moi, quand je retourne vers ma voiture, alors j'ai eu le temps je suis pas vraiment resté au penalty ou autre chose, mais moi quand le menteur. Mentira. Non. Je vous le garantis, je ne suis pas resté. Je suis rentré à ma voiture à pied, donc garé à côté de Penhélène. Et dans les bouchons, qui je vois, avec le son à fond, la grosse voiture immatriculée en Italie de Martin Satriano, qui était déjà donc dans les bouchons, et qui était à côté de Penhélène avant que moi je n'y suis dans ma voiture, donc je pense qu'il n'a pas... Il court plus vite, hein. Il court plus vite? Que toi, oui. Lui, il est garé sous le stade, mais... Après, cela dit, peut-être, on fait peut-être de l'analyse de comptoir, mais c'était aussi... Après, oui, peut-être qu'il avait un avion, j'en sais rien, moi, un truc à faire, mais... Franchement, moi, je pense que c'est un non-sujet. Je suis désolé, mais... Non, mais je pense qu'il fait la gueule, quoi. Oh, je suis pas sûr. Quand j'ai hâte qu'il marque contre Angers, qu'il aille voir Quentin en faisant chute. Ah, mais avec grand plaisir. Le chute, je le veux. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Du moment qu'il marque. Petite déception, peut-être juste, en vraiment déception cette fois-ci, parce que Satriano n'en est pas une, c'est Brahimi. Même si toi, Yann, tu vois du positif. Je trouve qu'il est pas du tout qu'il s'est pas fondu dans l'effectif quand il rentre sur le terrain. C'est un peu pour faire la différence tout seul. J'ai remarqué, quand il rentre contre Lorient, à Metz. Je pense qu'il a peut-être envie de bien faire, mais c'est pas forcément dans la logique collective. Et ça dénote un peu du reste. Alors, est-ce qu'il va réussir à rentrer dans ce collectif? Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un peu, s'il y a vraiment deux déceptions cette année, ce serait Dari et Brahimi. Ouais, moi, je vais mettre pas vraiment de déception parce qu'on se rappelle de l'épisode sorti du groupe, fait la gueule, etc. Et aujourd'hui, il est de retour dedans. Donc, je trouve que c'est positif parce que ça montre que Eric Serge a visiblement su gérer cet épisode. Et mine de rien, ok, il a beaucoup de mal. Ok, on voit que le style de jeu brestois, je sais pas, il a pas l'air de trop s'intégrer dedans pour l'instant. Il y a quand même des qualités qui peuvent surgir sur une action. Des fois, ça peut suffire. Et une autre déception pour moi, on va parler de Karamoko Dembélé. 16 minutes de jeu, une seule entrée. Mais pas si mal finalement en prêt, hein. C'est vrai, pas si mal. Apparemment, en tout cas d'après les chiffres, c'est plutôt correct. Lui, il fait un prêt plutôt réussi comme Arconte. Mbok, ça a l'air compliqué parce qu'il est même plus dans le groupe à Caen. Je pense que c'est Furlan qui le voulait et malheureusement, une fois que Furlan est parti, c'est compliqué. Super. Comme le début de saison. Oui, c'est ça. Bravo à tous. Au final, des déceptions, oui, bien sûr, mais très très peu. Majoritairement, c'est excellent. C'est excellent. C'est au-delà de toute imagination. Et pourvu que ça dure, hein. Après on attend ça avec impatience, éventuellement un petit parcours en coupe qui ferait plaisir, d'autant qu'on a l'impression, on va dire, qu'on a une équipe de coupe pour faire un petit... On reste le Stade Brestois, défaite contre Angers 1-0. Voilà. C'est mieux que de perdre contre Angers que pas au trait de Dispoun, Terry et Abéric. C'est vrai. Mais ils n'ont pas été capables de se qualifier. Donc. Non, c'est vrai. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un autre épisode à part pour justement parler de la suite. Parler de l'ambition. Peut-être qu'on peut teaser cet épisode maintenant à la fin de celui-ci. C'est est-ce que le Stade Brestois peut rêver d'Europe? Oh là là, il a dit le mot. Il a dit le mot. Ce sera pour un prochain épisode, très rapidement, bien sûr. D'ici le match contre Angers, d'ailleurs, ça va être fait et posté très très rapidement. Jusque-là, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ne faites pas trop les fous, évidemment, pour le jour de l'an.
continuons à supporter le Stade Brestois. On prend du plaisir, hein. C'est vrai qu'on prend du plaisir, c'est le principal mot de cette première partie de saison. En tout cas, moi, j'en prends. Je sais que vous deux aussi, vous prenez beaucoup de plaisir. On prend du plaisir à enregistrer les podcasts, à alimenter le compte Brest On Air. J'espère que vous prenez du plaisir, vous aussi, à nous écouter, à nous suivre. Merci d'ailleurs, hein, puisqu'on est de plus en plus nombreux sur les diverses plateformes. On espère que ça vous plaît et c'est vrai que le contexte fait que tout le monde aime le Stade Brestois, tout le monde a envie de contenu autour du Stade Brestois. On en a beaucoup, notamment dans les médias, on va dire, nationaux actuellement. Donc c'est vrai qu'on ne boude pas notre plaisir, messieurs. Absolument. Et juste pour conclure, pour terminer ce podcast, une petite pensée particulière à Brendan Chardonnay, qui avait perdu son papa pendant la période des fêtes. Donc on pense évidemment très fort à lui. Absolument. Messieurs, à très vite sur Brest On Air, bien sûr. Allez Brest, évidemment. Allez Brest, Kenavo. Allez Brest. D'existence, folles années